La Première Guerre mondiale commence à l'été 1914. L'archiduc François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, est assassiné à Sarajevo fin juin. C'est le détonateur d'une guerre totale qui atteint une échelle et une intensité inconnues jusqu'alors. Au total, 60 millions de soldats prennent part au combat. Côté français, plus de 8 millions de poilus sont mobilisés. Et plus de 350 000 d'entre eux trouveront la mort dans les tranchées de la plus grande bataille jamais vue, Verdun. La Première Guerre mondiale, ça ressemble tout à fait à la Révolution française. C'est-à-dire que dès que les événements commencent, les gens, première réaction, comme d'habitude, c'est de mettre de l'argent de côté et pour essayer de se prémunir. Et quasiment du jour au lendemain, de la circulation disparaissent toutes les espèces. Il reste pratiquement plus que les billets. Ce qui est un problème, puisque effectivement, la circulation a besoin de ces pièces. L'État ponctionne très très largement le bas de laine des Français par ses campagnes « Versez votre or pour la victoire »,« Votre or combat pour la France ». Une grosse partie du stock d'or va disparaître à ce moment-là. Et en même temps, donc, apparaissent aussi ce qu'on appelle des monnaies de nécessité. Certains commerçants, chambres de commerce, des bars, des épiciers, vont émettre leur propre monnaie, qui sont généralement en aluminium. Vous avez également ce qu'on voit apparaître, c'est ce qu'on appelle des monnaies timbres, c'est-à-dire une petite capsule métallique avec dessus un timbre neuf, puisqu'en fait le timbre représente une valeur faciale, et la pièce ainsi constituée a cours pour la valeur du timbre qui est à l'intérieur. Donc ça, c'était des monnaies qui venaient en substitution de la circulation courante et que le gouvernement, même après la fin de la guerre de 14, mettra quand même un certain temps à résorber. Le passage de la pièce au billet, c'est surtout marqué à partir en fait, de la guerre de 14 et de ses conséquences. Le billet devient un support de plus en plus souvent utilisé. On trouve même de toutes petites coupures en billets. Vous avez des billets de 50 centimes, par exemple, qui circulent. Pour l'Allemagne, le traité de Versailles, qui met fin à la Première Guerre mondiale, est un traumatisme. La terrible crise économique des années 30 y est très durement ressentie, ce qui accentue encore le malaise. Adolf Hitler profite de ce contexte pour se hisser à la tête de l'État, puis pour s'emparer de tous les pouvoirs. Hitler veut une revanche, quitte à plonger à nouveau le monde dans la guerre et le chaos. Et il l'obtient. À la surprise générale, l'armée française s'effondre en quelques semaines en juin 1940. Au nord, la France est occupée. Au sud, le nouveau régime de Vichy collabore avec les nazis. Avec la Seconde Guerre mondiale et la défaite rapide de la France, le nouveau gouvernement va vouloir frapper ses propres pièces pour des raisons politiques et de propagande traditionnelles, donc les pièces avec marqué État français. Le problème est que les métaux monétaires, en particulier le nickel ou le bronze, sont réquisitionnés par les Allemands pour d'autres usages militaires. L'argent a quasiment disparu de la circulation. Donc en fait, on va utiliser l'aluminium, voire même le zinc, ce qui donne des monnaies évidemment très très laides et qui en plus se détériorent à grande rapidité. Il y a eu une tentative de fabrication de monnaie à l'effigie du maréchal Pétain, mais en fait, la seule pièce qui sera réellement frappée est une pièce de 5 francs, mais qui ne sera jamais mise en circulation parce que, dit l'histoire, la péniche qui transportait ces pièces a été coulée par l'aviation alliée et donc on n'a jamais payé avec ces pièces-là. La monnaie de Paris pendant la France occupée s'est repliée dans d'autres ateliers comme Castel-Sarrazin, qui sont des bases de repli classiques, puisque pendant la guerre de 14, ça s'est déjà produit. Elle produit relativement peu de pièces parce qu'il y a une pénurie quasiment permanente de métaux. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au sein de la monnaie de Paris, il y avait un comité de résistance et qui va prendre les armes au moment de la libération de Paris. Si la guerre contre l'Allemagne est terminée, les colonies françaises sont en ébullition pendant toute la décennie suivante. La guerre d'Algérie, qui débute en 1954, précipite ainsi la chute de la 4e République. Le général de Gaulle apparaît alors comme l'homme providentiel. Il fonde la 5e République en 1958 et crée le nouveau franc 2 ans plus tard. L'apparition du nouveau franc se justifie surtout par l'inflation galopante qu'il y avait en France. Donc en fait, c'est un calcul très simple. On passe du jour au lendemain de 100 francs à 1 franc. On enlève les 2 zéros et on a le nouveau franc. On avait un franc qui était tellement descendu qu'il y avait une manière de lui redonner un peu de muscle. C'était de changer l'unité monétaire. On ne va pas lui changer son nom, puisque le franc, merci Jean Lebon, le franc est la monnaie française, mais on va le revaloriser. Ce qui est important également, c'est l'apparition de nouvelles pièces, puisque avec le nouveau franc, on voit réapparaître la semeuse, qui avait complètement disparu.
Dans les années 80, des pièces d'un nouveau genre font leur apparition. Il s'agit de pièces frappées par la monnaie de Paris qui rendent hommage aux grandes figures de l'histoire de France ou célèbrent ces épisodes majeurs. Avec le début des années 80, apparaissent des pièces commémoratives qui sont, la première est une pièce qui commémore Marie Curie, mais on trouvera après un certain nombre de grands personnages qui vont illustrer ces pièces commémoratives. On trouvera le millénaire capétien, on trouvera Victor Hugo. On a gravé UKP, un UKP imaginaire sur les pièces de 10 francs de 1987. Les révolutionnaires, l'Empire, ont tout fait pour faire disparaître les symboles de l'ancienne monarchie. Il faut penser qu'en 1793, on a tout fait pour effacer le dernier capet des pièces de monnaie. Désormais, la République s'est affranchie de tout cela et avec son envie de commémorer les événements, est arrivé à quelque chose d'assez paradoxal. Ça a commencé avec la 10 francs du millénaire des Capétiens en 1987. En 1996, c'était la 5 francs Clovis, du baptême de Clovis, baptême, symbole religieux de surcroît, dans une république laïque. Dans ces pièces, il y a deux choses différentes. Il y a la pièce de circulation courante, qu'on va retrouver dans son porte-monnaie, et des fabrications spéciales pour les collectionneurs français, mais également du monde entier, parce que c'est un marché mondial. Je pense par exemple à la pièce de 100 francs commémorant le centenaire de la Statue de la Liberté. Effectivement, en France, ça avait un impact, mais il est évident que le marché américain a été très demandeur de ce type de pièces. L'engouement pour les pièces commémoratives montre bien l'attachement des peuples à leur histoire et à leur monnaie. C'est sans doute cela qui amènera les pays de la zone euro à laisser sur les nouvelles pièces une face permettant à chaque membre d'exprimer son identité et ses symboles nationaux. Aujourd'hui, l'euro est la monnaie commune à 22 États et à plus de 320 millions de personnes. Les pièces y sont fabriquées dans les 11 États fondateurs. Pour la France, c'est à Pessac, en Gironde, que la monnaie de Paris en assure la fabrication. Le changement volontaire de nombreux États de leur monnaie en une monnaie unique, c'est un phénomène qui est complètement inédit. Ça ne s'était jamais produit. On n'imagine pas le choc que ça a pu être de tous ces États de perdre leur signe monétaire, de perdre leur nom de monnaie et de se retrouver avec une monnaie unique. On dit monnaie unique, mais en fait, cette monnaie n'est pas du tout unique. Les types monétaires, 2 euros à 1 centime, sont les mêmes pour tout le monde. Mais en revanche, ce que vous avez sur la monnaie, ce n'est pas unique. Chaque pays a eu une plage d'expression, je vais dire. Ça a été quand même un atout, parce que justement, comme cette monnaie n'était pas unique, il y a eu un très très fort intérêt du public pour ces premières pièces. Et ils se sont rués sur ce type de collection, parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte que si la face portant la valeur faciale est toujours la même, de l'autre côté, ils pouvaient trouver des choses assez amusantes, quelquefois assez exotiques. À partir du moment où on facilite l'échange, il me semble que c'est une bonne chose. L'expérience de l'Union latine, à partir du moment où on peut échanger plus facilement, les monnaies, qu'elles soient uniques ou internationales, sont forcément, me semble-t-il, bénéfiques. Quand vous m'avez parlé tout à l'heure de ce que m'évoquait pour moi le nouveau franc, ben l'euro, ça a été exactement pareil. Je suis passé du franc à l'euro sans problème. Et maintenant, je me demande comment on a pu vivre avec le franc. L'euro, c'est une trouvaille extraordinaire. Il faut seulement le renforcer. Enfin, mon sentiment à moi, c'est ça. L'euro, c'est une merveille. Du denier de Charles le Chauve à l'écu d'or de Saint-Louis, du louis d'or au franc de la Révolution, de l'Empire et de la République, le chemin qui a mené à l'euro a été long et tortueux. Mais il s'agit surtout d'une avancée extraordinaire. Si l'époque a changé, la monnaie de Paris, la plus ancienne entreprise du monde, continue quant à elle d'évoluer avec son temps. En ce début de 3e millénaire, elle entame une nouvelle fois sa transformation avec le projet Métamorphose pour devenir un lieu de culture plus ouvert sur le monde tout en restant fidèle à sa raison d'être. Si elle continue de frapper la monnaie de plus de 40 pays dans le monde, elle parvient également aujourd'hui à mieux transmettre son héritage unique aux nouvelles générations.